Cet ordinateur, ouais. Eh ben, c'est parti, Ok. c'est bon pour moi. Yes, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Écoutez, voilà, la première de Ball and Rise, la première interview sur la première thématique, donc Succeed and Rise. Et notre invité, notre premier invité, qui nous fait l'honneur de nous donner un peu de son temps très précieux, hein. Tom Albank. Merci Tom, merci pour l'invitation, merci d'avoir répondu présent. Plaisir d'être là. Bienvenue chez Ball and Rise. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet, si tu me permets. Ouais. Qui es-tu, Tom Albank? Présente-nous un peu Alors, la démarche. Bonjour, je m'appelle Tom, j'ai 40 ans, je suis originaire de la région parisienne, là où j'ai fait mes gammes dans le basket, on va dire. C'est là où j'ai commencé un petit peu à jouer, un petit peu comme beaucoup en extérieur, sur les terrains extérieurs, au goudron. Sur les playgrounds. Sur les playgrounds, ça jouait dur. Très dur. Voilà, très dur. J'étais un peu un touche-à-tout de mon époque où on ne jouait pas trop aux jeux vidéo. On jouait au foot, on jouait au tennis, on jouait un peu à tous les sports qui nous passaient sous la main. C'est exactement ça. Et à l'âge de 13-14 ans, j'ai découvert le basket. Ouais. Que je n'ai pas lâché après pendant un petit moment, parce que c'est vraiment un sport où j'ai trouvé déjà, c'est un sport. On dit souvent que le basket est un sport, on va dire, d'intelligence, de réflexion. Donc, c'est déjà beaucoup ça qui m'a plu déjà dans cette première approche. Ouais. Et de deux, c'est un sport où toutes les 15-20 secondes, il se passe quelque chose, quoi. Donc, c'est un sport qui est rythmé et qui sollicite autant la coordination que le côté athlétique, que l'adresse, que beaucoup de choses. Du coup, donc c'est un sport qui m'a convenu très rapidement. Et qui, donc, du coup, par la suite, j'étais pas trop mauvais, on va dire, et j'ai réussi à intégrer certaines infrastructures qui m'ont permis de beaucoup voyager et de fait de m'aider à en être là où j'en suis aujourd'hui, ne serait-ce que par l'apprentissage de l'anglais et les valeurs du sport qui sont pour moi très, très importantes. C'est vraiment des valeurs de vie commune, des valeurs de respect, des valeurs de dépassement de soi, des valeurs de leadership qui collent vraiment avec moi, qui collent encore aujourd'hui avec moi, ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai joué après jusqu'en National 1 en France. Donc j'ai eu un petit cursus universitaire américain. Oui, tout à fait. À George Mason University. C'est ça. J'ai eu, alors pour reprendre un petit peu la chronologie, donc j'ai commencé assez tard. Au début, j'ai habité à Meaux dans le 77 au départ, où j'ai commencé mes gammes là-bas. Alors j'étais assez grand pour mon âge, ça s'est vite stoppé après. Ça a changé un peu par la suite. Voilà, après ça s'est arrêté soudainement. Mais voilà, en fait, je faisais déjà un bon mètre 80-85 quand j'avais 14-15 ans, 14 ans, donc on me voyait minime. Comme un poste 4. Et j'ai terminé en poste 2, poste 1 pour ceux qui connaissent, donc parmi les plus petits. Mais ce qui m'a permis par contre d'apprendre un petit peu tous les postes. C'est clair. Et avoir des mouvements techniques de haut panier assez jeune aussi, parce que voilà, j'ai été formé un peu en poste 4-5 et finalement j'ai terminé en poste 2. Ce qui a été d'ailleurs un grand chamboulement pour moi, parce que du coup, quand je suis parti du club de Meaux pour arriver au club de Levallois, on va dire qu'à Meaux, on avait peut-être un ou deux mecs qui étaient à 2 mètres. Et quand je suis arrivé à Levallois, j'ai vite compris que c'était pas pour moi à l'intérieur. C'était pas la même. J'avais rien à y faire. De formation là-bas. Et que derrière, il a fallu que je développe. Donc du coup, première adaptation, hein, très jeune, il a fallu adapter son jeu. Donc là, je me suis concentré un petit peu plus sur le tir extérieur et ce qui a fait un petit peu ma marque de fabrique après sur les années par la suite. Ça a été l'adresse à 3 points. Tout en gardant un côté un petit peu athlétique, j'avais aussi à l'époque. Donc voilà, donc 2-3 ans au centre de formation de Levallois. En parallèle, j'intègre l'école américaine de Paris. Pour le plus grand des hasards, ma mère m'inscrit à des cours d'anglais pendant l'été parce que
je suis pas le meilleur de la classe en anglais, on va dire. Le plus bilingue de la team. Ah non, pas du tout à l'époque. Et du coup, ma mère essaie un peu de me pousser pour que j'y aille en me disant tu pourras faire du basket avec des Américains, etc. etc. Ce qui n'a pas du tout été le cas, parce que du coup, je me suis retrouvé avec des petits Français comme moi qui étaient dans les mêmes cours que moi. Et donc, du coup, j'ai plus aidé le coach à organiser son camp. Du coup, le courant est passé entre nous. Et il m'a fait intégrer l'école américaine de Paris pour faire ma première et ma terminale, ce qui a été le premier tremplin, en fait, le premier. Encore une fois, hein, j'ai donné avant de recevoir. C'est un des principes, de mes principes de vie. J'ai vu que je n'allais rien apprendre dans ce camp de basket, mis à part du vocabulaire anglais, mais techniquement parlant, voilà, j'étais déjà en centre de formation à Levallois, j'étais déjà encadré par un staff qui était assez compétent, on côtoyait les pros régulièrement. Là, j'avais pas grand-chose à apprendre au niveau basket, mais du coup, au contraire, j'ai plus appris aux jeunes qui étaient là. Au contact des jeunes. Et mine de rien, ça m'a ouvert les portes de l'école américaine de Paris. Ils ont vraiment bien aimé l'approche et ils m'ont aidé à intégrer cette école, ce qui n'était pas forcément évident. Et donc, du coup, j'ai fait ma première et ma terminale là-bas, ce qui m'a permis de côtoyer. J'ai pu faire pas mal de compétitions dans pas mal de pays d'Europe. D'accord. Et ce qui m'a donné on va dire, une facilité à intégrer après l'université américaine parce que du coup, j'ai rencontré, encore une fois, ma vie a été beaucoup ça. Hein. Ça a été par le biais de rencontres. Concours de circonstances, etc. De chance, de bonne alchimie, qu'on m'a laissé une chance d'intégrer, donc, comme tu disais, George Mason Université. Qui était à l'époque dans une petite conférence, mais qui faisait partie des meilleures équipes de cette conférence, donc qui par la suite a intégré. Donc l'année où j'y étais, on a été champion de CAA. Et je crois que 3-4 ans plus tard, ils ont fini au Final Four, toujours avec le même coach. Donc, programme solide. Programme très solide, programme très très solide, quasiment uniquement sur l'équipe masculine de basket. Les autres équipes tournaient en division 1 aussi, mis à part le football américain, je crois qu'on était en division 3. Baseball, on était en division 1, mais on n'était pas sur des gros programmes. Le programme de basket était le programme phare, on va dire, de l'école. Il y avait le coach, c'était le coach Laranaga. Son fils a joué à Lasvel, Jay Laranaga. Oh, Jay, ok, d'accord. Il a été champion de France avec Lasvel je vais te dire une bêtise, 2000, un truc comme ça. Non, oula, là tu me poses une colle, mais dans les early, j'avoue, early 2000. Ouais, je crois que c'était 2000 parce que son frère était venu me rendre visite. Son frère faisait partie de l'équipe de basket de George Mason. Du coup, il était venu me rendre visite en France en même temps que son frère jouait les phases finales du championnat. Donc, j'ai un petit souvenir comme ça d'époque de début 2000. Ouais. L'année, par contre, la première année en université n'a pas été forcément une très bonne année pour moi. Beaucoup de blessures. C'est le genou, toi, il me semblait, que tu avais traîné un peu. Beaucoup les chevilles. Beaucoup les chevilles. Beaucoup les chevilles. Et après, prochainement, mais je reviendrai dessus, l'épaule. Beaucoup d'entorses à répétition. On va dire que l'intensité du jeu n'était pas la même, le nombre d'entraînements n'était pas les mêmes. C'était un jeu beaucoup plus dur que la France, mine de rien. Surtout à la fac, c'est très. À la fac, c'est très poussé. Alors après, quand la saison est lancée, tu fais 3 matchs par semaine, tu t'entraînes presque plus. Mais tout ce qui est pré-saison, tout ce qui est. Et puis bon, moi j'avais un rôle, j'étais freshman. Il fallait que je gagne ma place, donc il fallait absolument que je me défonce à l'entraînement, etc. C'est clair. C'est dans la mentalité là-bas. On apprend à être un rat de gymnase, comme ils disent là-bas, où tu as 1 heure de trou entre tes cours, viens faire des shoots, quoi. Donc, même si c'est student athlete, il faut assurer en cours, mais c'est quand même le basket qui te paye ta bourse. Axé sur l'athlétique, comme ils disent. Ouais. Voilà, il faut savoir faire les deux. C'est un peu, c'est l'avantage et le désavantage du cursus américain. Mais en tout cas, pour moi, ça reste un avantage parce que qui valorise le sport, chose aujourd'hui qu'on ne valorise pas pour moi en France, en tout cas dans l'éducation nationale. Et surtout à mon époque, parce qu'à l'époque, tu étais bon en sport, c'était soit tu devenais prof de sport ou sportif professionnel, mais il n'y avait pas beaucoup d'échappatoires. C'est exactement ça. Et ils avaient du mal à assimiler les gens qui étaient bons à l'école et les gens qui étaient bons en sport. On lui disait de se concentrer
sur l'école, pas forcément L'école, ouais. sur le sport. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde fasse carrière, mais au moins que le sport rentre un petit peu dans les habitudes. Dans les habitudes et les mœurs, tout à fait. Voilà. On le voit aujourd'hui avec cette pandémie mondiale que le sport santé est très important. Ne serait-ce qu'avoir une activité physique régulière permet d'augmenter son immunité et de tomber moins malade, de se vider la tête, d'être moins stressé. Enfin, voilà. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. On en reparlera, justement, c'est ce que j'allais dire, on en reparlera un peu plus tard dans l'interview. Moi, ce que je voulais savoir, c'est ce que le basket, en fait, t'a apporté, toi, en tant qu'individu, fondamentalement, au-delà des valeurs. Bien Bon, sûr que les valeurs, tu bien me sûr, parlais tout à l'heure. la discipline, très important, la discipline, se fixer des objectifs, Ouais, même si aujourd'hui, mes objectifs, j'arrive plus facilement à me fixer des objectifs parce que c'est des objectifs qui ne concernent que moi, dans un ok. sens. J'ai choisi le sport collectif parce qu'il y avait collectif dans le mot. J'ai toujours été un joueur d'équipe. J'ai toujours fait passer l'équipe avant moi. Alors, ça m'a valu des bonnes surprises, ça m'a valu des bonnes choses, mais ça m'a valu aussi des illusions. Parce que ça reste un sport, le sport professionnel Sport professionnel, est très avec individuel. l'individualisme qu'il y a dedans, etc. Et etc. voilà. Le basket, c'est un sport collectif qui est très individuel. Il y a énormément de stats autour des Clairement. rebonds, des passes, des tirs. Etc. On regarde les stats, on se vend avec ces stats. Il y a une stat qui n'existait pas en plus à notre époque, qui était et qui est dommage, c'était le plus ou moins à partir du moment où tu es sur le terrain, qui n'est pas assez représenté, je trouve. Donc, et d'ailleurs, qui a fait changer un peu après ma façon de jouer. Mais pour revenir à la question initiale, oui, beaucoup de valeurs, beaucoup de discipline, un rythme de vie. Ça m'a donné la chance d'apprendre, d'être aujourd'hui bilingue en anglais. Ça m'a permis de voyager énormément. Tu es passé par la Chine, il me semble, excuse-moi de t'interrompre. Après le cursus universitaire américain, moi, j'ai fini en junior collège. J'ai eu mon diplôme, je suis rentré en France. J'ai commencé ma carrière en repartant du plus bas parce que du coup, je me suis reblessé en rentrant en France, mais cette fois-ci à l'épaule. Ouais, Donc, ce qui m'a fallu une année blanche. Et en fait, comme j'étais parti de espoir à cursus universitaire, à revenir à chercher un contrat pro, ouais. il n'y avait pas grand monde sur le marché français qui me connaissait. Il a fallu se refaire une réputation, il a fallu se refaire un nom. Donc, je suis reparti un petit peu en bas de l'échelle. Donc, ça m'a appris l'humilité aussi. Euh, et, euh, et du coup, oui, j'ai regravé les échelons jusqu'à arriver en National 1, champion de Ouais. France, champion de France en National 2, Coupe de France en National Coupe 2, de France, National 2. Ouais. monté en National 1. Et après, il y a eu ce petit épisode chinois à Shanghai où j'ai rejoint Joël Jean-Baptiste Joël. qui était donc avec moi en espoir à Levallois. On n'était pas si loin que ça aux États-Unis. Moi, j'habitais, quand j'étais en junior collège, j'étais dans le Maryland, Ouais. à la limite Pennsylvanie-Delaware. Ok. Et, euh, et Joël était à Philadelphie. Donc, j'étais en voiture à 1 heure et demie de route, à peu près. Donc, j'allais assez régulièrement voir Joël. On était mutuellement nos bouffées d'oxygène françaises. Ouais, ouais, je vois le truc. Ouais. On allait se réconforter le moral quand ça allait pas. Mais Te donner un peu de force, comme on dit. ouais, voilà, ouais, franchement, c'était Ouais. bien. On est quasiment arrivé en même temps. Je crois que je suis arrivé 1 an avant lui. Mais après, j'ai changé d'école, donc du coup, on s'est rapprochés. Et ce qui nous a fait qu'on s'est vachement rapprochés, du coup, parce que du coup, on se connaissait et on se côtoyait déjà énormément quand on était en France. Mais voilà, quand tu vis loin de chez toi, loin de tes repères, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un avec qui tu peux te remémorer le passé et, euh, et construire même de belles choses qu'après on a retravaillé ensemble. Complètement, complètement. Et du coup, ouais, Joël est parti développer une école de basket à Shanghai. Et D'accord. je suis allé le voir en vacances en 2009. Il cherchait un responsable un petit peu pour animer les camps, créer les programmes, Faire etc. un peu d'encadrement aussi, peut-être un peu, non? Encadrement, chercher des Ouais. sponsors, enfin voilà, c'était voilà, bon, un peu comme à mon habitude, j'étais un petit peu le couteau suisse de l'équipe. Voilà, je suis un peu sur tous les dossiers. Toucher un peu à tout. Euh, et, euh, et du coup, ouais, ça a été 2 belles années. On a pas mal développé un programme de basket qui s'appelle BSU, qui est toujours en activité, Ok. qui a pris, qui a
qui a connu des moments un peu compliqués avec le Covid. Avec le Covid, ouais. Parce que les confinements chinois, c'est pas les mêmes que chez nous. Hein, c'est des vrais confinements. C'est moins qu'on puisse dire, ouais. Donc, ouais. C'est de la vraie quarantaine, hein, tu restes chez toi. Voilà, c'est clair. Et donc voilà, aussi très très belle expérience qui m'a permis, donc le basket m'a aussi permis de découvrir la Chine, de me faire rencontrer beaucoup de stars NBA parce que c'était à l'époque de la grève en NBA, du lockout. D'accord, ouais, Donc, lockout. il y avait pas mal de joueurs qui venaient un petit peu jouer en Chine. J'ai tourné une pub avec Kyle Lowry. Ouais, je m'en rappelle, ouais. On a fait un événement avec Dwayne Wade. Ouais. Mon gars, grand fan, hein. On a fait des Parenthèse, trucs très grand super fan. sympas. On a fait une tournée avec les anciens de N1. Ok. 720, Professeur. Atzos, etc. Ok. Il y avait du beau monde, donc c'était fun. Donc non, ça a été 2 belles années aussi. Et après, je suis rentré de Chine. J'ai intégré le staff du club de Sorgue que j'avais quitté à côté d'Avignon, donc qui était National 1. J'étais mi-joueur, mi-coach, Je me préparateur rappelle de cette physique. période. J'étais un petit peu, encore une fois, touche à tout. Hein. Donc voilà, mais c'était encore une fois une belle expérience. Par contre, L'expérience. je me suis rendu compte que la vie de coach était la même chose que la vie de joueur. J'avais pas envie d'être tout le temps sur la route. J'avais pas envie d'être tout le temps à devoir, je vais pas dire subir là où j'allais vivre, mais devoir décider en fonction de mes contrats. J'avais tout le temps bougé depuis mes 19 ans. Ouais. J'avais un petit peu envie de stabilité, de choisir un petit peu là où j'avais envie de vivre. J'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière. Hein. J'ai beaucoup évolué dans le sud de la France. Hein, donc, ça m'a permis déjà de créer des relations et de découvrir cette région que je ne connaissais pas. Et j'ai tellement découvert que j'ai un peu de mal à la quitter. Donc aujourd'hui, mes sociétés sont basées dans le 06. Mon boulot principal me fait vivre dans le 84. Et je vais être encore amené à bouger, mais c'est un choix plus réfléchi. D'accord, très bien. Question un peu plus encore plus perso, un peu plus deep, comme on dit. Est-ce que il y a une erreur de jeunesse que tu as commise et si tu devais la changer, quelle est-elle? Si tu devais changer quelque chose dans les erreurs que tu as commises, ce serait Aujourd'hui, quoi, je remettrais concrètement? en question mon cursus universitaire dans le sens où j'y suis allé, j'ai beaucoup appris, mais Ouais, je ne suis pas allé avec le bon état d'esprit. d'accord. Ok. Aujourd'hui, ce qui manque un peu, alors, ce que moi, tout simplement, j'ai manqué, c'est de préparation mentale. Je suis, on va dire, arrivé en université. Alors, bon, les joueurs avec qui je jouais étaient des gros talents, techniques et physiques. Le premier regret que j'aurais, c'est d'être arrivé en université avec un petit complexe d'infériorité. D'accord. En n'ayant pas assez. Mentalement, bien sûr. On Mentalement, reste oui, sur la mentalement. gestion mentale. Après, Ouais. non, niveau jeu, il n'y avait aucun souci, mais j'avais pas j'ai mis trop longtemps à intégrer cette agressivité américaine qui fait toute la différence. Que j'ai eu quand je suis rentré en pro en France par rapport aux autres. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé aux États-Unis, alors moi, j'ai eu les blessures, j'ai des soucis, etc., etc. Ouais. Mais il m'a manqué, je pense, cette petite niaque en plus, ou c'est peut-être cet ego que j'avais pas dans ma personnalité. Hein. Après, Ouais, ouais. c'était comme ça. J'étais un joueur d'équipe. Mm. Mm. Euh, on m'a beaucoup demandé de scorer dans ma vie, ce qui n'était pas forcément ce que je préférais faire. Ton A-game, comme on dit. Ouais. Mm. J'aurais préféré être un meneur de jeu plutôt qu'un shooter. On m'a catégorisé shooter très rapidement. Mais un shooter, c'est pas juste un mec qui met des paniers, c'est aussi un mec qui en prend beaucoup, qui prend beaucoup de tirs. Et j'avais pas cette mentalité de shooter en fait. J'avais pas. Si je loupais mes 2 premiers tirs, il fallait absolument que je fasse autre chose. Ouais, ouais. Il fallait que je crée du jeu, il fallait que je fasse briller les autres parce que j'avais pas cette mentalité de tirer 3, louper, mais continuer à tirer. Ouais, parce que c'est ton mindset basket, c'est comme ça que tu vois le game. Et puis, Voilà. après, encore une fois, j'ai su m'adapter. Hein. Déjà, j'ai vu très rapidement que quand je suis arrivé sur le niveau professionnel, Mhm. semi-pro,
il y a un ballon, 5 joueurs, et plus on monte de niveau, plus il y a des gens talentueux, plus il y a des Américains, plus il y a il y a un jeu il y a, il y a un jeu d'attaque qui se joue maintenant. Ouais. À partir du basket, il y a le collectif à 5, mais il y a aussi ce qu'on appelle le pré-collectif. Le collectif, ouais. Le collectif à 3. Et donc, il y avait ça j'ai jamais voulu être un croqueur, j'ai jamais voulu être dans cet état d'esprit-là. Et j'ai retrouvé dans la défense quelque chose où je pouvais ne pas avoir de limite. Je m'en rappelle. Voilà. Je m'en rappelle. Et c'est là où j'ai en plus, bizarrement, récolté mes meilleurs contrats, en fait. Parce que j'avais fait cette réputation de joueur offensif. Ça, tout le monde savait que je pouvais mettre, je crois que j'ai un record à 55 points. Je suis capable de scorer. J'étais capable de passer. Mais ça, je ne vais pas dire que tout le monde le sait le faire, mais bon, c'est que de la notion offensive. Derrière, se sacrifier pour l'équipe, à stopper un mec. Enfin voilà, tout ce qu'on peut être un leader en défense vocalement, parce que la communication en défense, enfin, comme en attaque, mais la communication dans un jeu de collectif ou de pré-collectif, c'est très important. De toute façon, en attaque. Et j'y ai retrouvé là-dedans, en fait, beaucoup plus d'intérêt et de valorisation pour ma part. Et bizarrement, j'ai arrêté de côtoyer les équipes de bas de tableau où j'avais des très bons résultats personnels. Voilà, on tournait. Enfin, et en plus, à ce niveau-là, tu es à 20 points à la mi-temps. Voilà, tu te prends une boîte pendant 20 minutes sur la deuxième mi-temps, tu finis à quel point, quoi. Donc, ça va vite après. ça ne m'intéressait pas, en fait. Mm, Et à partir du moment où je me suis mis plus à défendre qu'à regarder si je mettais des points, ça m'a ouvert des équipes plus importantes et qui m'a ouvert après des titres un palmarès un peu plus intéressant et des contrats un peu plus intéressants. Un peu plus intéressant, un peu plus onéreux. Voilà. Exactement. Okay. Alors, concernant l'évolution du game, d'une manière générale, bon, rassure-toi, il me semble que tu suis plus trop, tu suis plus trop la NBA. Là, même la Jeep Elite, voilà, tu ne saurais pas dire qui met combien de points, qui a fait tel perf, voilà, pendant la dernière Coupe de France. Enfin, voilà, t'inquiète pas. Après, si je peux intervenir, on n'est pas sur un quiz. Ça n'a jamais fait partie de mon profil, en fait. Quand j'étais pro, je ne regardais pas trop le basket non plus. D'accord, ok. Parce que je faisais beaucoup de choses d'autres à côté. Je me suis intéressé, j'ai même intéressé à d'autres choses. D'autres choses déjà. Voilà, quand tu es joueur de basket professionnel. Alors, quand tu es jeune, oui, tu regardes beaucoup les vidéos, etc. Alors après, je ne dis pas que c'est une bonne chose, hein, parce que c'est bien aussi de regarder le jeu à la télé. Mais c'est vrai que quand tu fais 2 entraînements par jour, plus la préparation physique, la muscu, etc., on est quand même sur 6 heures d'entraînement par jour. Si c'est pour donc un moment, le soir et regarder encore du basket, voilà. Je préférais couper. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie en termes de différents boulots. Le basket m'a énormément appris. Il y a d'autres choses qui m'ont énormément appris. La symbiose des deux, le fait de réunir tout ça a fait aujourd'hui que je suis quelqu'un qui est assez polyvalent. Mais c'est vrai que déjà à l'époque, quand j'étais joueur, je ne regardais pas plus que ça. Je regarde plus maintenant, en fait. Bon, c'est vrai que maintenant, comme je joue beaucoup moins, je ne joue pas du tout même, je m'intéresse. Quand je tombe sur du basket, je regarde. Sur l'équipe 21, il y a de temps en temps des matchs le soir, ça m'arrive de regarder. Je suis assez friand des playoffs NBA. C'est vrai que je commence un peu à regarder la NBA quand les playoffs arrivent. Forcément, comme un peu tout le monde. Comme je l'ai dit juste avant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la défense. Et donc, comme ça commence un peu à défendre en playoff, là, ça m'intéresse. Il y a l'intérêt. Voilà. J'aime bien regarder les matchs universitaires parce que, encore une fois, l'énergie et le don de soi est très motivant, très motivant. Aujourd'hui, si je regarde l'évolution du jeu, je pense que on reste toujours sur un axe très pick and roll maintenant. Voilà, le basket moderne, qu'on soit en NBA, qu'on soit en Euroleague, on joue beaucoup sur le pick and roll, on joue beaucoup sur du pré-collectif, sur de l'occupation de l'espace. Ça, c'est pour le jeu européen, on va dire. C'est vrai que le jeu américain, on est beaucoup plus sur de la mismatch. Mais la mismatch, elle est marrante parce que le jeu américain évolue en fonction de ses superstars, en fait. C'est superstar.
quand il y avait un Shaquille O'Neal dans une raquette qui gagnait tous les titres, il fallait trouver un mec qui puisse arrêter Shaquille O'Neal, quoi. Donc, on était beaucoup sur des équipes qui avaient des gros 5. C'est Euh, ça. et maintenant, aujourd'hui, on est sur un jeu beaucoup plus extérieur, où on est sur du tir, qui avait commencé, je me rappelle, avec Phoenix à l'époque, où ça faisait coup que ça défendait pas un brin, mais ça finissait à 120, 130, 140 points. Clairement, clairement. L'époque Steve Nash, Stoudemire, etc. Ouais, ça jouait fluide, donc ça, après, il a fallu s'adapter. Et aujourd'hui, après, on est arrivé avec ces shooters extérieurs, qui au début, j'ai eu un peu de mal à m'y faire. Et puis finalement, ceux qui ont raison, en fait. Parce que on se prend la tête des fois à faire des systèmes de 15 secondes, 20 secondes de long pour finalement essayer de trouver un tir ouvert, alors que moi, pour l'avoir vécu, manger 6 écrans de suite et courir C'est clair. le terrain en long, en large et en travers pour finir attraper le ballon, t'es crevé. Tu m'étonnes. Donc oui, et ça, ce qui était très intéressant par contre, c'est j'ai une petite transition. Donc bon, pour répondre à la question, le pick and roll, c'est le sport, c'est le basket moderne. Le Aujourd'hui, tir ouais. extérieur, en rythme, en tout cas, encore une fois, on est sur un sport de pourcentage, de statistiques. Si les stats sont là, on ne peut pas dire que c'est mal joué. Mais ce qui a été très intéressant, ça a été mon passage entre quand j'ai arrêté de jouer, que je suis parti en Chine et que je suis Ouais. revenu, j'ai découvert l'aspect coaching et beaucoup de tirs que j'avais eu tendance à refuser quand j'étais joueur. Ouais. Moi, quand je me suis positionné en tant que coach, c'est des tirs que je demandais à mes joueurs de prendre. Parce que pour moi, c'était des bons tirs. C'était en rythme, les appuis étaient fixés. C'est un tir où tu es capable, sur une série de shoots, de faire 9 sur 10, 8 sur 10. Donc, c'est les shoots qu'il faut prendre, en fait. Et ce qui a été très marrant, c'est quand je suis rentré de Chine et que j'ai recommencé à jouer en tant que pseudo-assistant coach joueur en national 1, j'ai trouvé ça tellement facile parce que en fait j'étais passé de l'autre côté de la barrière. Je pense que si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est d'étudier très rapidement la vision du coach, aussi ne pas être que dans une vision de joueur et d'apprendre un petit peu à regarder des deux côtés de la barrière, parce qu'il y a des choses, il y a des bâtons qu'on se met, des freins qu'on se met parce qu'on on se voit pas en fait, et on a l'impression que c'est un tir rapide, on a l'impression que c'est un tir qui c'est pas forcément un bon tir. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un bon tir? Un bon tir, c'est un tir d'une personne ouverte, en rythme, sans se prendre la tête, pour que voilà, tout soit fluide, etc. C'est ce qu'on travaille pendant des heures et des heures à l'entraînement. Donc, il ne faut pas refuser un tir ouvert, en fait. Ça a été une des dernières choses que j'ai appris en tant que joueur, c'est des fois se dire, oh, tiens, je ne vais pas le prendre celui-là, c'est trop tôt dans le système. Ouais. Au final, ouais. Optionnel, tu vas peut-être attendre 3 passes de plus pour avoir finalement soit une mauvaise passe, soit un mauvais tir. Donc, le but du jeu, c'est d'augmenter son pourcentage. Et c'est pour ça que si je dois donner un conseil à tous ceux qui s'entraînent, aux jeunes notamment, la nouvelle génération qui s'entraîne dur et voilà, qui essayent d'avoir des fois des repères sur comment s'entraîner. Toujours s'entraîner en rythme de match. Il faut toujours s'entraîner en rythme de match, de ne pas prendre son temps pour tirer, même si on a le temps. C'est de se mettre en rythme. C'est de se mettre en rythme. J'ai eu un coach à Bastia quand j'ai repris après blessure, qui était Hugo Cancet, qui m'a en un an autant appris que les États-Unis. Il faut le savoir. Les États-Unis, en 3 ans, m'ont appris à être physique, à être un chien sur le terrain, à être un rat de gymnase, à jouer dur. Hugo Cancet, en un an, m'a appris à jouer tous les postes intelligemment. Il m'a appris une vision de jeu, il m'a appris le basket européen à son plus haut niveau. Pour la jeune génération, si vous ne connaissez pas Hugo Cancet, qui fait grand joueur, grand nom de l'équipe de France. Oui, plusieurs fois équipe de France, champion d'Europe avec Limoges, champion avec Antibes. Il a fait partie des premiers Français à partir à jouer en Europe, à partir de la loi Bosman. Il a joué à Valence en Espagne, il a joué en Grèce, il a joué dans des très très grands clubs. Et il m'a énormément, en un an à Bastia en National 3, il m'a énormément appris. Et il a réussi à m'amener à une vision différente du basket. Par contre, j'ai perdu le fil de ce que je voulais revenir. Non, c'était la différence. Coach-joueur, très important le regard que vous avez sur vous sur le terrain. C'est essentiel. Et la vidéo. Alors autant je ne regarde pas énormément de jeux, de matchs des autres, autant par contre j'aimais beaucoup regarder ce que je faisais sur un terrain.
au niveau placement, Ok. parce que, comme on dit, la vidéo ne ment pas. On a beau penser qu'on était à un endroit à un moment voulu et on a regardé le coach et on dit bah si, j'y étais. Hein. Et la petite séance vidéo du lundi, souvent on remet tout le monde les idées au clair en disant bah non, tu n'y étais pas, là tu as vu, nanana. Et voilà, la vidéo ne triche pas, donc c'est toujours bien de regarder son attitude sur un terrain, voir si on est vraiment au maximum de ses capacités ou du bon placement pour aider son équipe. Ça marche. Euh, Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans ta vie quotidienne, tu essaies d'impacter la jeunesse, voilà, dans ta démarche de vie? Bah maintenant, je travaille alors, je viens de passer mes 2 dernières années à être formateur. D'accord. Bah, on va rebondir sur, du coup, sur ton activité, vu que Ouais. on est sur une démarche par rapport via Ball Rise de reconversion, enfin Ouais. de mettre en avant la reconversion. Voilà. Donc, La reconversion du sportif est jamais simple, peu importe le niveau. Si c'est hmm, quelque chose qu'on a fait à plein temps, parce que l'adrénaline, la routine, tout ça, c'est des choses. Voilà, on rentre dans un. C'est pour ça que je me suis toujours intéressé à faire autre chose, que je savais que ce dès le jour. départ. Ouais. Hmm. Tu as eu cette conscience Très tôt. relativement tôt. Hmm. Bon, après, voilà, tu assez rapidement, tu sais que, enfin, tu vois que tu vas pas aller en NBA. Tu vois que le marché européen, il est ce qu'il est. Les blessures, etc., le temps passe vite. Si tu n'es pas recruté avant tes 20 ans, derrière, après 25 ans, ça arrive vite. Une saison commencée, c'est une saison qu'il faut achever. Il n'y a pas C'est de, clair. y a pas de transfert dans l'année. Hein, c'est Hmm. pas au foot. Hmm. C'est clair. Donc, non, les années passent vite. C'est quelque chose que j'ai pris à cœur, peut-être même trop tôt, peut-être. Hein, je sais pas. Après, c'est ma personnalité qui est comme ça. En tout cas, quand le basket s'est arrêté, j'ai passé 3 4 ans à. J'ai toujours voulu être mon propre patron. Je voulais être un entrepreneur. Ça, c'était quelque chose qui vraiment m'intéressait, justement pour transmettre. Pas parce que je ne peux pas travailler pour quelqu'un. Au contraire, je suis quelqu'un de très, comme on dit, coachable. Je m'adapte très rapidement. Mais au contraire, j'avais envie de donner des valeurs, montrer qu'on peut faire d'autres choses et qu'il n'y a pas vraiment de limite quand on se donne les bons outils. Donc j'ai un peu vacillé dans différents corps de métier pendant 3 4 ans et je suis tombé un petit peu par hasard sur la franchise Iron Body Fit, donc qui est leader en France de l'électrostimulation. Donc l'électrostimulation, c'est un concept, c'est un principe de remise en forme qui est très rapide, très efficace, parce on vient jumeler une contraction, un effort physique personnel, volontaire, à une Ouais. stimulation d'une machine. Et les deux réunis font qu'on fait un travail très, très efficace, sans traumatisme articulaire, à raison d'une fois par semaine. Enfin, il y a beaucoup d'avantages à la pratique de l'EMS aujourd'hui, qu'on soit sportif de haut niveau, pas sportif de haut niveau. Ou alors personne lambda, etc. C'est vraiment adapté à tout le monde. Ok. Tout le monde peut y trouver tout le monde peut atteindre ses objectifs, que ce soit un sportif professionnel pour améliorer ses performances, que ce soit une dame de 40, 50 ans qui n'a pas le temps de faire du sport à cause du travail, à cause de plein de choses et qui est pas forcément conquise par sa qualité de peau, par son poids, par sa silhouette, etc. etc. Ok. Fait qu'on va arriver à lui trouver des solutions, arriver à générer une motivation, un accompagnement qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de succès en France. Mhm. Et Avec pas que. pas que, d'accord, parce que du coup, bah, moi, j'ai ouvert 3 studios, donc comme je disais tout à l'heure, dans le sud de la France, dans le 06. J'ai ouvert un studio au Canet, à Mandelieu et à Antibes. Ok. On a passé une année un petit peu difficile par rapport à la pandémie, mais on est encore là, Forcément. on fait partie des entreprises qui sont encore debout, et on est très fiers. La franchise a montré encore une fois, en tout cas pendant cette période de pandémie, bah, son vrai visage, ses valeurs. Ouais. Et aujourd'hui, on fait partie des rares franchises dans ce domaine qui sommes encore en vie et qui non seulement sommes en vie, mais qui continuent à se développer pendant cette période. D'accord. Et on se développe tellement bien que on s'attaque au marché américain Marché américain. Ouais, ce que tu d'ici me très disais. peu de temps. Donc aucun regret sur mon cursus universitaire américain parce qu'aujourd'hui, grâce à ça, bah, je suis bilingue en anglais et Forcément, du coup, je suis ce qu'on peut dire ça a pu aider un peu. un employé essentiel à la boîte parce que du coup, bah, j'ai un bon background et j'ai des bons bagages avec moi.
Donc ça aussi pour la jeunesse, la génération future, peu importe l'itinéraire, prenez un maximum de bagages sur la route, ça peut toujours servir. On arrive toujours à… j'ai dit un jour à quelqu'un, quand le profil américain s'est engagé un peu plus sérieusement, que finalement, j'avais l'impression que tout ce que j'avais fait dans ma vie prenait enfin forme et enfin payait aujourd'hui, parce que tout prenait forme et comme si, sans le savoir il y a 20 ans, c'était mon objectif, on va dire, principal, de travailler pour, je ne vais pas dire une multinationale, mais une boîte qui va pouvoir s'étendre sur un point de vue mondial, en tout cas dans des pays où la langue n'est pas la même, et en tout cas anglo-saxon pour le coup, et dans une culture que je connais. Donc non, très, très content par rapport à ça. Et voilà, donc on est sur un gros développement. Donc, comme je te disais, j'étais formateur pendant 2 ans. Quand tu es formateur, forcément, tu enseignes pour la plupart du temps, des gens qui étaient moins âgés que moi. Non seulement la pratique de l'EMS, la pratique, les valeurs de notre franchise, mais pas que. À la fin, mes formations étaient presque associées à du développement personnel, en fait. Personnel. C'est des choses que j'ai appris vraiment sur la fin, le être, faire et avoir. Et pas inverser les choses, pas vouloir avoir et ensuite de dire quand j'aurai ça, je serai comme ça. C'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Si je veux un jour vivre de ma passion, il faut que je sois mon produit, il faut que je sois ma passion. Il faut que, si on parle basket, il faut que je dors, je mange, je vis basket. Mais pas juste bêtement, en fait. Je comprends. Parce que répéter sans comprendre, oui, on va peut-être arriver à quelque chose, mais si vous comprenez et que vous répétez avec une compréhension, vous allez être beaucoup plus efficace et vous allez pouvoir vous ouvrir des œillères sur les choses qui vous entourent. Et maîtriser un mouvement, c'est capable de faire 2 choses à la fois. Donc ça va autant faire travailler son esprit que son corps en même temps. Le basket est un défi pour ça, parce qu'il faut pouvoir avoir de la coordination au niveau du bas du corps, il faut avoir de la dextérité au niveau du haut du corps, il faut avoir une bonne vision de jeu dans un périmètre qui est assez restreint. Et en plus de ça, c'est un sport d'adresse. Donc, le basket est un sport pour moi très complet. Donc voilà. Voilà aujourd'hui, la franchise Iron Body Fit qui part s'installer aux États-Unis très rapidement. On est sur 5 ouvertures autour de Miami, on va dire sur les 6 prochains mois. D'accord. On a déjà commencé les travaux dans certains locaux commerciaux autour de Miami. On est en attente de visa. On est en train de voir un petit peu comment on va jouer avec les règles, on va dire, parce qu'on n'aura pas forcément nos visas tout de suite, mais on est capable de défendre nos sociétés, nos compagnies, même sur un visa touriste. On n'est pas en train de travailler pour quelqu'un, on défend notre concept. Donc on va pouvoir partir sur un visa moins officiel au départ, et derrière on va pouvoir, quand les choses seront rentrées dans l'ordre, pouvoir obtenir les visas désirés. Ça marche. Voilà. Ok, nickel. Écoute, merci pour tout ça. Merci infiniment pour ton temps. C'était vraiment très, très enrichissant. J'imagine que les jeunes qui ont regardé ont pu prendre 2-3 notes, du moins j'espère pour eux, parce que ce type de live, en tout cas cette démarche qu'a Ball & Rise, c'est pour inspirer les jeunes, et également montrer aux parents que voilà, il y a, dans le cas où leurs enfants, jeunes filles et jeunes garçons aimeraient se lancer dans une carrière de sportif ou de sportive, voilà un exemple on va dire, d'accomplissement d'après-carrière. Voilà. Moi, si je dois dire, alors, c'est bien d'avoir toujours un message pour les jeunes, hein, c'est sûr. Bien sûr, un dernier mot. Voilà. De travailler dur, de s'impliquer, etc. Mais j'ai aussi un message pour les parents. Faut pas, pour moi, le sport, c'est une super école de la vie. Moi, demain, si on devait me demander de choisir 2 activités pour mes enfants, ça serait sport et théâtre. Être bien dans son corps, c'est un véritable bagage pour la vie. Et être capable de parler en public, être capable de s'adresser à des gens sans être timide, ce que peut apporter le théâtre aujourd'hui. C'est 2 choses pour moi qui sont essentielles, parce qu'on se met généralement, on se met toujours nos propres barrières, et nous sommes notre plus grosse barrière. Donc déjà, faire tomber ces barrières avec une grosse confiance en soi,
Ça, c'est très important. Pour avoir de la confiance, il faut avoir du contenu, il faut avoir de la compétence, il faut avoir du savoir. Donc, et c'est la base du leadership. Le leadership sportif, aujourd'hui, a sa place en entreprise. Aujourd'hui, on voit beaucoup de Ancien recruteurs sportif, oui. qui recrutent des anciens sportifs parce que les anciens sportifs savent sortir de leur zone de confort, savent réfléchir, savent réfléchir quand ils ne sont pas dans une position de confort, d'ailleurs. D'ailleurs, par exemple, pour petite anecdote, la discipline sportive que les gens qui ont des postes à responsabilité préfèrent, c'est la course à pied. Parce que du coup, tu permets de vider la tête et une fois que tu te retrouves dans un état de fatigue, ton cerveau naturellement va réfléchir différemment. Et un peu comme un instinct de survie, en fait. Et on trouve souvent des solutions à des problèmes qu'on a tous les jours devant les yeux, on ne trouve pas de solution. Et souvent, quand on se met dans un état de fatigue, on réfléchit différemment et potentiellement, on arrive à voir le problème d'une manière différente. De manière différente. Donc, moi, j'encourage le sport, pas forcément pour faire carrière, c'est pas le souci, hein, mais j'encourage à ce que les jeunes fassent du sport, vraiment, non seulement pour prendre pleine conscience de leur corps, se sentir bien, en travail en coordination, en concentration. Si une carrière sportive est possible, ce profil, ouais. ne surtout pas la refuser. Au contraire, ça permet de vivre des choses super intéressantes, de rencontrer des gens incroyables et de visiter beaucoup de pays. Et en plus de ça, continuer à apprendre, en fait, parce que aujourd'hui, le sport, on voit tout ce qui est fitness, ça explose. Enfin, le sport en général ne cesse de grandir. Le sport santé ne cesse de grandir. Et il y a énormément de débouchés d'un point de vue professionnel sur des gens qui ont réussi à prendre un maximum de choses parmi toutes ces expériences. Expérience, ouais. Leur background. Et c'est ça, il faut apprendre de ses expériences, il faut apprendre de ses échecs. Ça, c'est très important, apprendre de ses échecs, comme apprendre de ses victoires. Il faut savoir remettre les choses dans leur contexte et savoir avancer avec ce qu'on a appris, etc. Et en tirer des leçons. Et c'est l'essence même de la vie. Hein. C'est clair. Le sport te permet de te le donner à une densité plus importante sur un laps de temps beaucoup plus court. Donc, ce n'est qu'une belle maîtrise pour les années qui suivent, quoi. Donc voilà, donc conseil aux parents aussi, laissez vos enfants faire du sport, max. Sur ce, c'était le mot de la fin. Bah, écoute, merci beaucoup, Tom. Merci infiniment de ton temps. Plein de réussites surtout sur votre entrée aux États-Unis, sur votre pénétration de marché aux États-Unis. Bon courage pour la suite et à très vite, hein, j'espère. À très vite, merci à Ball & Rise. Vraiment très bonne initiative, de justement donner la parole aux personnes qui ont une vie après le basket ou après le sport en général. Là, pour le coup, c'est le basket. Et c'est une très belle initiative. Je connais beaucoup de gens qui ont eu du succès après le sport. Est-ce que c'est le sport qui leur a donné du succès ou pas? Mystère. Ça, ce sera peut-être sur un autre live. Merci beaucoup, Thomas. Retrouvez Ball & Rise, cette interview tous les jours de la semaine, de ce soir jusqu'à dimanche. Donc, voilà. @Ball & Rise, BA2LNO2FICIAL. Merci à tous. Merci, Tom. À bientôt. Bye bye. Merci à tout le monde.